Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Comment faire reculer la peur ? Vous allez dire, mais ce type-là, il se prend pour un sorcier, il se prend pour un magicien, pour un psychiatre, pour un psychologue, etc. Mais on va réfléchir, vous verrez qu'il y a tout de même un certain nombre de causes à la peur que nous vivons tous les jours dans beaucoup de domaines. Et donc, il est important qu'ensemble, nous portions notre réflexion sur ce sujet. Comment faire reculer la peur ? De quelle peur je parle ? Eh bien, est-ce qu'une femme peut sortir le soir seule, à 9h, 10h du soir, dans les rues de Fort-de-France ou du Lamentin ou de n'importe quelle autre commune ? Non. Est-ce que même un adulte, homme, peut sortir à n'importe quelle heure sans craindre d'être peut-être pris par une balle perdue dans une bagarre entre narcotrafiquants ? Ça existe, il faut le dire. De même, il y a d'autres peurs. Il y a la peur face à la justice. Quand vous avez un procès en cours, eh bien, vous n'êtes pas tranquille, même si vous êtes sûr de votre bon droit, mais vous avez toutes les preuves entre les mains pour prouver votre innocence et votre bonne foi. Vous êtes inquiet, et c'est normal. Un excellent Martiniquais, ancien magistrat et ancien avocat, magistrat de haut niveau et ancien avocat, disait, mais si j'avais affaire à la justice, moi, ancien avocat et ancien magistrat, j'aurais peur. C'est dire que la peur peut être là aussi. Peur face à l'administration. Souvent, on est désarmé. Les administrations ne sont pas totalement bienveillantes vis-à-vis des particuliers, surtout des plus humbles, qui ne sont pas très bien informés. Beaucoup de Martiniquais ont peur de s'adresser à l'administration, y compris pour réclamer leurs droits. Le chômage, qui n'a pas peur du chômage, à part les fonctionnaires ? Toute personne qui est dans une entreprise, petite ou moyenne, a peur du chômage, peur que l'entreprise fasse faillite et que la personne ne retrouve pas un travail. Cette peur-là, elle est au ventre de beaucoup de salariés et de beaucoup de chefs d'entreprise qui sont les prolétaires de la vie contemporaine. Ce ne sont pas les salariés des grandes entreprises qui sont les prolétaires. Les chefs de petites entreprises sont de véritables prolétaires dans la vie économique. On a peur quand on regarde la télévision, on voit des atrocités que les journalistes montrent parfois un peu maladroitement. Eh bien, ça fait peur. Il y a des gens qui ne regardent pas la télévision à cause de ça. Ou bien qui ne lisent pas le journal parce qu'en première page du journal, il y a souvent des faits divers pénibles. Alors, il faut regarder quelles sont les causes de la peur et comment on peut faire reculer la peur. D'abord, cause de la peur, il y a la trahison de ceux qui sont chargés de faire reculer la peur. C'est-à-dire que des gens qui ont le pouvoir politique entre les mains et qui ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour que la peur recule dans tous les secteurs que je viens d'évoquer tout à l'heure. Il faut donc les rappeler à l'ordre et quand ils ont été candidats à certaines fonctions, eh bien qu'ils remplissent cette fonction-là. Et comment ne les remplissent-ils pas ? Souvent par des choix budgétaires. Disons que si on donnait à la justice, si on donnait à la gendarmerie, si on donnait à la police les moyens nécessaires pour traquer les voyous, les arrêter, les juger et les condamner en temps et heure, les choses ne se passeraient pas comme elles se passent aujourd'hui. Donc il y a déjà un gros problème là. On peut demander à ceux qui en sont responsables eh bien, d'assumer leurs responsabilités. Et il faut bien dire que si la peur est parfois volontairement répandue par nos dirigeants, eh bien, c'est parce que donner peur, faire peur à un peuple, c'est un moyen de le contrôler. Je rappelle que le contrôle de l'Allemagne a été pris par Hitler dans les années 30 en faisant peur aux citoyens. Et que sous l'occupation française, beaucoup d'autorités faisaient peur aux citoyens pour mieux les contrôler.
Et le statut de la fonction publique, aussi bien en Allemagne qu'en France, a beaucoup servi à cela. Et dans les éléments pour faire peur aux populations, il y a naturellement le mensonge, ou en tout cas des contre-vérités qui provoquent la peur chez les uns et chez les autres. Alors, pour faire reculer la peur, il y a deux terrains sur lesquels il faut travailler. Un terrain international et un terrain national. D'abord, le terrain international, car c'est celui dans lequel aujourd'hui la peur est le plus clairement construite par un certain nombre de responsables. On nous fait miroiter, on nous fait redouter une peur dans 3 ou 4 ans, la peur d'une guerre qui serait déclarée à la France et peut-être à d'autres par la Russie. Or là-dessus, il faut avoir un tout petit peu d'informations sur le passé pour savoir quelle est la probabilité que les troupes russes arrivent place de la Concorde à Paris, voire sous la place de la Savane à la Martinique. Que s'il y a la guerre à la France, il se peut très bien que les Russes arrivent aussi aux Antilles et puis débarquent sur la place de la Savane. C'est une manière de nous faire peur aussi, à nous. Alors, un peu d'histoire doit être fait. En 1989, le mur de Berlin s'effondre du fait des Berlinois eux-mêmes. Ce ne sont pas les tanks américains qui sont venus faire tomber le mur de Berlin. Ce sont les Berlinois qui détruisent le mur de Berlin et font tomber le régime socialo-communiste qui dirigeait l'Allemagne de l'Est. Et à partir de là, une grande instabilité s'installe en Europe centrale et en Europe de l'Est. Parce que, à partir du moment où le gouvernement russe de l'époque, qui était dirigé par M. Michel Gorbatchev, n'intervient pas par les armes, pourtant il y avait l'armée russe à Berlin, n'intervient pas par les armes pour contrer ceux qui ont détruit le mur de Berlin, un certain nombre d'habitants des pays membres de l'Union soviétique se disent « mais pourquoi est-ce que nous restons sous le joug soviétique, prenons également notre indépendance par rapport à l'Union soviétique ». Et c'est ainsi que la Géorgie, la Crimée, la Biélorussie, l'Ukraine, etc., la Lettonie, l'Estonie, prennent leur indépendance au cours des années qui suivent l'effondrement du mur de Berlin. Et l'Union soviétique se trouve dans une situation de total désordre, aussi bien politiquement qu'économiquement et militairement, de total désordre. Les interlocuteurs occidentaux de l'Union soviétique font des analyses évidemment différentes les unes des autres. Disons qu'il y a des interlocuteurs européens d'Europe de l'Est, de l'Ouest, qui considèrent qu'il faut entamer le dialogue avec les dirigeants de l'Union soviétique, qui ne demandent que ça. Mais de l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique en particulier, sur la base d'une doctrine qui avait été élaborée quelques années avant par des théoriciens américains, on considère que le moment est venu de faire tomber l'ensemble de l'Union soviétique dans le camp capitaliste, si on veut parler comme ça. Mais la démarche des Russes, pendant toute cette période, 1989, 2001, 2002, 2003, était une démarche de recherche de la paix et de la coopération avec les pays occidentaux. Je donne un exemple. Le 25 septembre 2001, au Parlement allemand, M. Poutine, qui a été désigné depuis 2 ans comme patron
de l'ex-Union soviétique. M. Poutine, le 25 septembre 2001, fait un discours au Parlement allemand et, chose extrêmement intéressante, il fait ce discours en allemand. Il ne le fait pas en russe parce qu'il craint les trahisons des traducteurs. Il fait son discours en allemand. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'Europe doit être unie de l'Atlantique au Pacifique. Il dit que la Russie est une partie de l'Europe. Il fait un autre discours le 28 mai 2002, où il prône une coopération entre l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Ouest en quelque sorte, et la Russie contre ce qu'il appelle le terrorisme, qui se manifeste à ses yeux, notamment en Tchétchénie. C'est-à-dire qu'il propose, nous sommes en 2001, nous sommes en 2002, le patron de la Russie propose non seulement la paix, mais la coopération et l'unité, l'union entre toute l'Europe occidentale et puis la Russie. Il dit, d'ailleurs ça rejoint ce que disait le général de Gaulle quelques années avant, l'Europe, il faut la faire de l'Atlantique à l'Oural, mais Poutine allait encore plus loin. Mais il y avait en action, à ce moment-là, dès la chute du mur de Berlin en 1989, il y avait ce que le président Eisenhower a appelé le complexe militaro-industriel américain, qui, lui, eh bien, est là surtout pour entretenir des tensions et, si possible, vendre un maximum de matériel militaire. Donc, faire en sorte qu'il y ait tout de même un certain nombre de guerres. Je rappelle que les États-Unis n'ont pas moins de 750 bases militaires dans le reste du monde. C'est une réalité. Et peut-être que c'est une bonne chose aux yeux de certains, que sais-je, mais enfin, c'est une réalité. Les Américains ont le premier budget militaire du monde, bien avant la Russie et bien avant la Chine. Alors, du côté américain, on ne veut pas voir la main tendue par M. Poutine. On l'ignore. Et on fait ce que les Américains avaient refusé qu'on fasse au moment de la crise des fusées. Les plus anciens se souviennent qu'en 1962-63, les Russes avaient commencé à installer des fusées à Cuba et que le président Kennedy a pris contact avec le responsable suprême de l'Union soviétique, qui était un Ukrainien d'ailleurs, qui s'appelait Nikita Khrouchtchev. Et Kennedy a tenu le propos suivant, ou bien vous enlevez immédiatement toutes vos installations militaires à Cuba, ou bien c'est la guerre nucléaire. Et après quelques jours de tensions mondiales très fortes, beaucoup de gens ont craint qu'il y ait effectivement une guerre nucléaire à ce moment-là, et bien après quelques jours, les Russes ont fait machine arrière et ils se sont engagés à ne pas installer de fusées à Cuba. Eh bien, les Américains ont fait, à partir de 1989, autour de l'Union soviétique puis de la Russie, exactement ce qu'ils avaient refusé que fissent les Russes, pour employer un conditionnel, contre eux à Cuba, au moment de la crise de Cuba. Ils ont entouré, c'est le cas encore aujourd'hui, ils ont entouré la Russie de base dans les pays d'Europe du Nord, la Lettonie, l'Estonie, etc., en Ukraine, dans tous les pays. Et donc, M. Poutine s'est vu encerclé. Non seulement on ne prenait pas la main qu'il tendait, mais il se trouvait encerclé et cela pouvait provoquer naturellement de la part de sa population une peur supplémentaire, une inquiétude supplémentaire. Alors, à ce moment-là, il a fallu qu'il s'adapte à la situation. Ce n'est pas que je me fasse le défenseur de M. Poutine, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et en illustration du propos que je me permets de vous tenir, je vous donne une confirmation. Il y a quelques mois, est passé à la Martinique le général Jean-Marc Vigilant, qui est un
général d'origine martiniquaise, général d'aviation, pilote de chasse bien connu, qui a formé des pilotes de la patrouille de France et qui est maintenant spécialiste, un des conseillers les plus écoutés en Occident, des guerres multiformes, c'est-à-dire aussi bien des guerres avec des drones qu'avec des radios, qu'avec des télévisions, qu'avec des chars, qu'avec des fusées, puisque les guerres maintenant sont multidimensionnelles. Et je lui ai, au cours d'une réunion en petit comité, je lui ai posé la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'entre 1989 et 2000, une occasion de paix a été perdue dans la relation entre l'Europe occidentale et la Russie? Et sa réponse a été claire, il a dit à tout le monde, la réponse est positive. Une occasion a été manquée à ce moment-là. Tournons la page, et à partir des années 2003-2004, eh bien, Poutine, constatant que sa main tendue n'est pas reprise, eh bien, renfermit son pouvoir sur la Tchétchénie, renforce son autorité sur la Géorgie, renforce son autorité sur la Crimée, tout ça 2008-2014, et puis en 2022, il déclare la guerre. Eh bien, aujourd'hui, il déclare la guerre en envahissant l'Ukraine. Comme vous le savez, en février 2022, il va y avoir bientôt 3 ans. Alors, nos autorités officielles nationales nous disent, et sans doute avec la plus totale bonne foi, il faut toujours considérer que votre interlocuteur est de bonne foi, nous disent, mais nous avons des éléments qui nous permettent d'affirmer que Vladimir Poutine est en train de préparer une guerre et en 2029-2030, il se peut qu'il y ait une confrontation. Le général-major général, c'est-à-dire le patron en chef de l'armée française après le président de la République, a fait un discours devant l'association des maires pour dire qu'il faut qu'il y ait un supplément d'âme, il faut que les Français s'apprêtent à envoyer leurs enfants se tuer éventuellement, être tués dans des conflits. Les mots ne sont pas exactement les mêmes, mais l'idée est là, parce que, eh bien, il risque d'y avoir une confrontation aiguë, armée, avec la Russie dans les années 2029-2030. Je souligne, d'autres l'ont fait avant moi, l'aspect totalement anormal d'une prise de parole du général-major général, c'est-à-dire d'un militaire, devant une assemblée éminemment civile et politique, qui est l'Assemblée des maires de France. Il n'est pas correct du point de vue de la démocratie, alors même que le Parlement n'a jamais voté une loi déclarant la France en guerre, il n'est pas correct du point de vue de la démocratie qu'un général vienne dire à des civils, préparez-vous à la guerre. Il y a une seule personne qui peut dire ça, un seul individu qui peut dire ça, c'est le président de la République, et il y a un seul groupe d'individus qui peut dire ça, c'est l'Assemblée nationale, dans la mesure où la déclaration de guerre doit faire l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Donc, on répand la peur, et répandre la peur, c'est un moyen de contrôler un peuple. Ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Il y a quelques jours, d'éminentes autorités nationales ont déclaré qu'il fallait, sur le plan des médias, une instance qui permette de décerner des brevets d'objectivité ou de non-objectivité, média par média. Ça, c'est une atteinte fondamentale à la démocratie. Autant on peut considérer que des malhonnêtetés professionnelles puissent être reprochées à certains journalistes qui disent des mensonges et qu'on puisse les mettre en cause de leurs responsabilités professionnelles devant une instance qui pourrait être l'instance actuelle qui s'occupe de l'audiovisuel, on peut considérer ça. Mais dire qu'il y aurait un organisme qui donnerait des brevets de bon fonctionnement et de bonne idéologie à certains médias, pas d'autres, c'est inadmissible sur le plan de la démocratie. Donc il faut être conscient de cela, surtout quand on sait que la présidente de France Télévisions, dont le salaire est de 35 000 € par mois, se permet déjà de qualifier certains médias de médias d'extrême droite.
De quel droit? Elle n'est pas là pour ça, cela ne relève pas de sa compétence. Mais enfin, je vous le signale, je vous donne là encore des outils de réflexion pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Donc, au niveau international, ce qu'on doit faire, c'est de faire jouer la diplomatie française. La diplomatie française, pas une diplomatie européenne dont on ne sait jamais qui la représente, mais la diplomatie française pour créer à l'international une ambiance de dialogue, de coopération, une ambiance de construction ensemble de la paix et pas une ambiance de peur et de guerre. Là, nous avons beaucoup de chemin à faire au niveau national. Et puis, un autre niveau qui est le niveau interne, parce que si nous avons peur au quotidien dans nos allées et venues, ce n'est pas à cause de M. Poutine. C'est parce que nous pouvons être agressés au couteau, ou bien à la Kalachnikov, ou bien au fusil mitrailleur, ou au revolver, par n'importe qui. Et donc cela, concerne les tribunaux, la police, la gendarmerie. Alors là-dessus, il y a dans la lutte contre la criminalité interne deux grandes options, deux possibilités. Il y en a 150 000. Mais si on résume les choses à l'essentiel, il y a deux possibilités majeures. Il y a la possibilité française qui dit « soyons relativement cool avec les délinquants, soyons compréhensifs, envoyons-les le plus tard possible, le plus rarement possible, en prison, donnons-leur leur chance au maximum ». C'est une théorie qui est issu des événements de mai 68, il est interdit d'interdire, soyez raisonnables, demandez l'impossible, etc., etc., ne travaillez jamais, jouissez sans entrave. C'est une idéologie qui a été diffusée à partir des événements de mai 68 et qui a été reprise par beaucoup de dirigeants français, pas avec cette brutalité, mais par beaucoup de dirigeants français à partir de 81, notamment par le président de la République, François Mitterrand, et par M. Robert Badinter, ministre de la Justice. Fermons un maximum de prisons, en tout cas. En France, il n'a jamais été question d'enfermer, mais d'en construire ou de ne pas en construire. En fait, on en a fort peu construit. Et puis, ne condamnons pas à la prison, cherchons des peines alternatives. Et notre compatriote Madame Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice, était tout à fait dans cette mouvance-là. Le résultat, c'est que les prisons françaises débordent et que la délinquance également ne cesse de s'accroître, aussi bien dans l'Hexagone que dans l'Outre-mer, dans ce que j'appelle la France entière, c'est-à-dire qui regroupe l'Hexagone comme l'ensemble des Outre-mer. Donc cette politique coolitude, comme disent certains de manière un petit peu badine, cette politique-là a échoué. Il faut reconnaître qu'elle a échoué, même si nous devons nous réjouir de ce qui s'est passé ici et en féliciter ceux et celles qui y ont travaillé, de la création à Ducos d'une structure pour préparer les délinquants à rentrer dans la vie civile, dans la vie professionnelle en particulier. Mais globalement, la politique de lutte contre la criminalité en France a échoué. Il faut le dire, il faut le savoir. Quand le roi est nu, il faut dire que le roi est nu. Et puis il y a une autre politique. Cette politique autre a été appliquée notamment dans deux pays, les Pays-Bas et le Japon. Aux Pays-Bas comme au Japon, on ne construit pas de prison, on ne parle pas d'en construire, on ferme des prisons. Ou bien on prête des cellules de prison à d'autres pays. Alors, c'est une politique qu'on appelle tolérance zéro. Pour être clair, c'est une politique qu'on appelle tolérance zéro, qui a été appliquée d'ailleurs à New York à la fin des années 1990 par un maire et qui a eu des résultats tout à fait spectaculaires. Donc cette politique de tolérance zéro a eu des résultats à New York, elle a eu des résultats au Japon, elle a également eu des résultats en Hollande. Elle consiste, mais il faut que tous les agents de la chaîne de sécurité soient d'accord là-dessus, depuis le policier de la commune jusqu'au plus haut magistrat,
elle consiste à ne pas faire de cadeaux aux délinquants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, que le délinquant en soit à son premier délit ou à son deuxième délit, mais délit caractérisé, pas délit, il semble que, il faut être certain, eh bien, que ce délinquant soit recherché, qu'il soit arrêté, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné et que la peine soit appliquée, tout cela dans les délais les plus brefs. Qui d'entre nous n'a pas été au courant de gens qui ont fait des délits, qui ont été arrêtés un moment par la police ou la gendarmerie et qu'on retrouve dans les jours, dans les mois qui suivent, dans les rues, en train de commettre de nouveaux délits, en train de narguer surtout les policiers ou les gendarmes. Vous savez qu'en France, il y a souvent des policiers et des gendarmes qui se suicident parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent pas à quel saint se vouer, ne savent pas s'ils sont là pour faire respecter l'ordre ou bien pour flatter les délinquants. Donc, si on veut parler sérieusement d'améliorer la sécurité des Français et de faire reculer la peur, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe ou ailleurs, eh bien, il faut changer de politique pénale. M. Darmanin est passé récemment aux Antilles-Guyane. Il est allé en Guyane, il est allé en Guadeloupe, il est allé en Martinique. M. Darmanin, je le rappelle, est l'actuel ministre de la Justice. Eh bien, ce qu'il a constaté, et là on retombe sur le problème des déclarations concernant l'Ukraine, ce qu'il a constaté, c'est que la France n'était pas en mesure de faire respecter ses frontières. Les frontières de la Guyane sont ouvertes, vous le savez bien. Les frontières de la Guadeloupe sont ouvertes, les frontières de la Martinique sont ouvertes. Et ouvertes à qui? Pas à des chanteurs ou à des danseurs. Ouvertes aux narcotrafiquants, à des voyous de tous acabits. Donc la France n'a pas les moyens aujourd'hui, n'a pas les moyens budgétaires, tout simplement, économiques, et donc militaires ou judiciaires, de faire respecter ses frontières, mais elle se permet d'annoncer qu'elle pourra intervenir dans un conflit en Europe de l'Est qui ne la concerne pas directement. Savez-vous qu'en ce moment, dans l'armée, beaucoup d'exercices militaires ne peuvent pas être faits par les troupes parce que les budgets ne sont pas suffisants pour acheter le carburant. C'est ça la situation. Et beaucoup de militaires, beaucoup d'officiers en particulier, se plaignent. Les entraînements ne peuvent pas être faits, soit sur des chars, soit sur des hélicoptères, soit sur des avions, parce qu'on n'a pas d'argent. Alors, où est-ce qu'on va prendre l'argent? Alors, on vous dit, on va augmenter les impôts, on va faire payer les riches pour augmenter les impôts et faire que le budget militaire atteigne 5% du produit intérieur brut. D'ailleurs, c'est ce que demande M. Trump. Et là-dessus, tout le monde lui a dit oui. Même l'Espagne, qui dans un premier temps avait dit non, eh bien, a fini par dire oui. Mais où est-ce qu'on va prendre l'argent? La France n'a pas les moyens. On a déjà beaucoup de chômeurs. On a un problème d'éducation nationale, un problème de santé. Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour aller faire la guerre en Ukraine? Cela relève d'un comportement qu'on qualifiera tout simplement de peu sérieux. Mais les moyens sont là. Quand on a une politique étrangère, il faut que cette politique soit adaptée aux moyens de la situation intérieure d'un pays. Un pays comme l'Allemagne n'a pas la même politique étrangère que la France. Un pays comme les États-Unis n'a pas la même politique étrangère que l'Italie. Chacun doit analyser les besoins, notamment sous l'angle des accords économiques, dans un domaine dans lequel la France a été extrêmement imprudente ces dernières années. Chaque pays doit faire l'analyse des besoins de son économie, de sa société, et avoir une politique étrangère qui colle à ses besoins. Pas une politique étrangère convenant à un grand pays, mais qu'on va appliquer à un pays beaucoup moins fort économiquement en particulier. Donc tout cela, ce sont des politiques sur lesquelles il faut réfléchir, mais les moyens existent. Vous me direz que nous prêchons dans le désert et que nous voulons refaire le monde.
je n'ai pas la prétention de refaire le monde, mais nous devons tous ensemble essayer de comprendre comment le monde fonctionne et en tenir compte, notamment lorsque nous avons des votes à émettre, ce qui va commencer assez sérieusement et assez densément à partir de l'année prochaine. Merci de votre écoute. Permettez-moi, nous sommes en fin d'année, de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, un excellent réveillon. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouverons au début de 2026 à un autre soleil. Au revoir.